quel est ton top de la semaine? Moi, mon top, je repars sur le tennis. C'est pas Novak Djokovic parce que je sais que ça tient à cœur Ruben. Moi, c'est plutôt nos Français. Voilà, parce que donc le classement ATP est sorti aujourd'hui. Donc c'est le classement final hein, de la saison. Et j'ai quand même noté, alors chez les garçons, hein, je ne parle pas des filles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais chez les garçons, on a quand même 12 Français dans le top 100. Et je pense que 12 Français dans le top 100, c'est pareil depuis longtemps. Donc, j'ai fait rapidement un petit classement pour nos auditeurs. Donc, tu as Hugo Humbert, donc, qui est top 20. Donc, ça, c'est bien. Il a fini la saison par une victoire à Metz en plus. Adrian Manarino, 22e mondial. Ça veut dire que les deux Français, ça, c'est important aussi, seront tête de série à l'Open d'Australie. Donc, ils ne joueront pas des Djokovic, des Alcaraz au premier tour. Donc, ça, c'est positif. Ensuite, on a Arthur Fils, belle progression. Je pense qu'on fera un mag un peu pour résumer un peu la saison dans quelques temps. Mais Arthur Fils et Luca Vanaché, belle progression. Arthur Fils, 36e. Luca Vanaché, 66e. Ensuite, on a Benjamin Bonzi, 73e. Gaël Monfils, qui est bien revenu en gagnant Stockholm en fin de saison, 74e. Richard Gasquet, il est toujours là. Hein. Il a gagné 3 places. Il est 76e. Alexandre Muller, plus 2 places, donc 82e. Grégoire Barrère, 84e. Constant Lestienne aussi, qui revient bien sur la fin de saison, 86e. Arthur Hinderknecht, qui a perdu par contre lui 2 places, il est 95e. Et Quentin Alice, qui est 99e, qui a perdu 3 places. Voilà. Mais je voulais le mettre dans mes tops parce qu'on tape souvent sur le tennis français. Et là, c'est quand même, je trouve, pas mal d'avoir déjà 2 joueurs, on va dire, top 25. 2 gauchers en plus. Donc, ça fait plaisir. Et puis 12 Français dans le top 100. Voilà. Donc, bravo à eux, ils ont fait une belle saison. Et dernière chose aussi, j'ai vu que donc, nos Français en… Comment ? Non, vas-y, pardon, désolé. Je pensais que tu avais fini, pardon. J'ai vu que nos Français, en cumulé, ont gagné 7 titres. Voilà. Donc, et je crois que le record est de 8. Je ne sais plus c'est en quelle année. Mais nos Français, en cumulé sur la saison, ont gagné 7 titres. Donc, il fallait aussi le dire parce que c'est pas mal. C'était un point très pertinent parce qu'on n'arrête pas de dire que le tennis français est au fond du gouffre depuis plusieurs saisons. Et tu fais bien de signaler, de prendre un peu de recul avec ce petit classement global, là, avec ces petits chiffres collectifs qui sont pas si mal, effectivement. Ça fait plaisir. Après, il faudrait qu'on retrouve un Français qui puisse jouer le gratin mondial dans les grands chelems, hein. Mais peut-être Arthur Fils dans quelques mois. Pourquoi pas, ou quelques années, ouais, parce que moi, ça me paraît un peu compliqué, mais quelques années. Ou Luca Vanaché aussi, qu'on parle pas beaucoup, mais qui est vraiment intéressant comme joueur. C'est clair. Et pourquoi pas. Moi, t'en parlais, Greg, avant de donner la parole à David. T'en as parlé juste avant. Moi, pour choisir mon top de la semaine, je me suis juste penché rapidement hein, sur Novak Djokovic. Donc, il a remporté donc, son septième Masters ce dimanche face à du coup Sinner. Donc Sinner d'ailleurs qu'il avait battu dans le tournoi en phase de poule et du coup Djokovic s'est entre guillemets vengé en finale. Mais au-delà de ça, moi, c'est sur toute l'année. C'était un tournoi entre guillemets qui vient marquer toute une année 2023 qui est tout simplement grotesque hein, pour Novak Djokovic. Juste rapidement, hein, donc il a 36 ans et cette année, il a donc remporté son 10e Open d'Australie. Donc voilà, vainqueur de l'Open d'Australie, son 10e. Il a remporté le titre il a remporté Roland Garros, donc son 3e. Il a été finaliste à Wimbledon, battu par Alcaraz. Vainqueur à l'US Open, donc son quatrième titre. Et vainqueur donc, du Master, son 7e. D'ailleurs, qui a un record devant Federer. Donc, il est passé donc, de 21 à 24 titres, hein, le fameux record battu. Donc, il est également, je crois que c'est la 400e semaine où il est top 1 mondial. Donc, voilà, c'est juste une année exceptionnelle et j'avais envie de poser la question, et pourquoi pas à toi, Greg, je sais que tu aimes bien suivre le tennis. Est-ce que cette année de Novak Djokovic n'est pas clairement, enfin, pas clairement, mais presque sa meilleure en carrière alors que le bonhomme, il a 36 ans? Il a dit hein, que c'était de ses meilleures années. En plus, là, la différence qu'il a avec les autres années, on va dire, où il est vraiment très, très, très fort,
c'est ses enfants, notamment. Il a fait des déclarations en disant que ses enfants, c'était vraiment une source de motivation supplémentaire. Il y a un chiffre que tu n'as pas donné, c'est exceptionnel aussi, c'est que il a gagné son 98e titre sur le circuit. Federer en est à 103 et Jimmy Connors en est à 109. Il a dit qu'il voulait battre ce record, donc je pense qu'il le battra dans les prochaines années. Donc il est exceptionnel, mais oui, c'est une saison incroyable. Enfin, franchement. Si je peux ajouter un truc hors chiffre, il y a un truc qui m'a plu dans cette saison de Djokovic, c'est le trash talking qu'il a assumé avec sa guéguerre à distance avec Alcaraz, parce que donc on est sur un peu de l'envolée lyrique de la part de nos amis espagnols qui voient déjà le successeur de Nadal et le nouveau numéro 1 mondial parmi leurs compatriotes. Et Djokovic a tenu à distance Alcaraz d'abord par les déclarations tout au long de la saison. Notamment, il s'est moqué d'Alcaraz qui était trop fatigué pour jouer la Coupe Davis alors que ça tient beaucoup à cœur à Djokovic de défendre les couleurs de la Serbie en Coupe Davis. Et donc, il a rappelé qu'il était beaucoup plus âgé qu'Alcaraz et qu'il n'était pas trop fatigué pour assumer la Coupe Davis. Et donc, évidemment, je pense que c'est une source de motivation supplémentaire pour Djokovic d'avoir ce jeune rival aux dents longues pour le maintenir à distance et rappeler que c'est lui le patron. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des stats, je voulais aussi ajouter ce petit trait de personnalité qui est pour moi le trait de personnalité d'un immense champion de réussir à se sublimer aussi quand un concurrent un nouveau concurrent qui pointe le bout de son nez. Et le côté trash talk que j'aime bien. Après, et puis en plus, au-delà de. Vas-y, Ruben, vas-y. Non, mais j'ai juste rajouté, quand même, heureusement qu'il est là, mine de rien, Alcaraz, parce que sinon, il nous refait un 4 sur 4, enfin, il nous fait un 4 sur 4, et il n'y a aucune contestation presque, donc bref, presque heureusement qu'il est là pour prendre ce petit Wimbledon, et nous offrir d'ailleurs une finale magnifique, parce que la finale à Wimbledon, elle était sublime. Ah ouais, du coup, pardon, et puis oui, je voulais dire aussi, il y a Alcaraz, mais il y a aussi, et je suis d'accord avec David, mais c'est même pas que Alcaraz, parce que Sinner est très jeune aussi. Il y a également Runeux, donc Alcaraz. Bon, Félix Auger-Aliassime, il est un peu en bout de course. C'est vrai, mais les déclarations de Djokovic sont toujours destinées à Alcaraz. Hein. Lui, il le considère comme son principal rival. Ouais, c'est pour ça, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est un peu Djokovic contre la jeunesse, les jeunes. Il y a également Medvedev, hein, qui est un peu plus vieux, mais bon, il doit avoir 24-25 à peu près. Et voilà, et c'est ce qu'il fait, ouais, clairement, c'est fou. Et puis en plus, il gagne demi-finale, il bat Alcaraz en 2-7, il le pulvérise. Là, il bat Sinner en 2-7, il le pulvérise. C'est pas des victoires, voilà, donc c'est un exceptionnel. Et voilà. Et on va vivre une année 2024 exceptionnelle parce qu'il lui manque donc quelques trucs. Hein, il n'a pas tout gagné, il veut tout gagner. Voilà. Il lui manque le Grand Chelem calendaire, donc c'est-à-dire gagner les 4 Grands Chelems sur une saison. Et bien sûr, la médaille d'or olympique à Roland-Garros, donc l'an prochain. Où Nadal, on sait qu'il se prépare pour Roland-Garros et les JO. Où Alcaraz aura aussi à cœur de briller. Donc là aussi, ça va être une saison de tennis extraordinaire. Et voilà. Mais il est inhumain, quoi. C'est juste ça pour terminer. Donc, dernier mot de la fin. Juste, c'est donc la 4e fois de sa carrière, donc il termine quand même avec 3 titres de Grand Chelem. Donc c'est assez monstrueux. 7 titres en tout cette année. Cette année. Très bien, ok. Donc David, on t'a pas entendu. Toi, sur ton top, quel est ton top de la semaine? Mon top de la semaine, je vais pas être extrêmement original, c'est Warren Zaïre-Emery, la belle histoire. Le gamin, donc 17 ans, première sélection, première titularisation, premier but. Voilà, la belle histoire de Warren Zaïre-Emery, ça a été énormément commenté, donc je vais pas y revenir trop longtemps, mais je trouve quand même que c'est chouette d'avoir un joueur comme ça dans la nouvelle génération du football français. Voilà. Très bien. 17 ans. Donc je rappelle, à 17 ans, il n'a pas son permis de conduire, il a besoin d'une autorisation parentale pour prendre l'avion, il peut pas aller dans un sex shop, il peut pas acheter de l'alcool dans un bar, il peut pas acheter un paquet de cigarettes dans un bureau de tabac, mais il est titulaire en équipe de France. Voilà. Non, ça c'est clair. Non, c'est une magnifique histoire de cette année là, de ce début de saison. C'est la belle histoire du PSG, la belle histoire
de l'équipe de France. Malheureusement, il s'est blessé, donc on ne sait pas encore. Je sais pas si c'est tombé exactement. Peut-être Greg saura me dire, mais je sais que j'ai vu que c'était voilà, une entorse qui raterait possiblement le match contre le Newcastle en Ligue des Champions. Mais Les 2 prochains matchs au minimum. Ouais. je ne sais pas beaucoup plus. Comment? C'est fin d'année terminée, a priori. Hein, c'est fin d'année? Ok. parti jusqu'à fin décembre. Ok, j'étais plus sûr. Je savais que voilà, le match contre Newcastle, enfin Newcastle, oui, c'est ça, Newcastle en Ligue des Champions était vraiment compromis. Après, je ne savais pas exactement si ça allait au-delà, mais. Il va rater Newcastle et Dortmund. Ouais. Et Monaco, qui joue vendredi. Et Monaco. Donc, ouais, il va quand même beaucoup manquer. Alors, d'ailleurs, pour le remplaçant, ça va être intéressant de voir comment Luis Enrique va se débrouiller, parce qu'il a plusieurs options. Il peut tenter Sherendorf, qui a très peu joué cette saison, mais qui a été recruté pour jouer à ce poste-là. Il peut tenter aussi de remettre Danilo dans l'équipe, soit en milieu de terrain, soit en défense centrale en faisant monter Marquinhos. On va voir comment Luis Enrique va se débrouiller sans Mario Emery, qui était un titulaire absolument indiscutable. Et peut-être, alors peut-être ça va faire trop offensif, mais il avait déjà tenté de tenter Barcola au milieu de terrain, parce qu'il pourrait peut-être le faire. Ouais, avec Kang Lee en 4e attaquant, un peu plus meneur de jeu, ouais. Mais c'est un peu trop offensif, a priori, ça n'a jamais marché, ça. Donc, c'est ça. Après, le mercato, Paris avait, avant la blessure de Zaïre Emery, Paris avait prévu de recruter un milieu. Donc, un milieu, ouais. Il y aura un milieu qui va arriver de toute façon. C'est obligatoire pour tenir toute la saison d'avoir un milieu en plus. Ouais. Mais après, pour moi, Marquinhos, je serais préférable de le laisser en défense centrale. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, je ferais plus confiance à un Danilo. Hein. C'est son poste à la base. Danilo en sentinelle, il a toujours tenu la baraque quand il a été placé en sentinelle. Ouais. Il dépendra ce qu'il faudra dépanner, je suis d'accord. Sherendorf, j'ai peur que ce soit pour le coup assez tendre. Après, quoi en Ligue 1 et tout ça, je pense qu'il peut l'essayer. Je pense qu'il devrait l'essayer. Après, il fait bien ce qu'il veut, Enrique, mais je pense qu'il ferait bien de l'essayer au moins pour lui donner une chance. Encore une fois, comme tu as dit, David, il a été essayé, ouais. Voilà, comme une belle promesse du foot italien, etc. On en avait parlé, mais moi j'avais vu quelques matchs amicaux, c'est que des matchs amicaux, mais je l'avais trouvé intéressant. Puis bon, il a 19 ans, c'est pas comme s'il avait non plus 16 ans. La preuve avec Zaïre Emery en plus. Donc ça me donne tort, mais voilà, il peut quand même, je pense, avoir essayé. Maintenant, c'est Enrique. Donc, Et puis en doublure de Sherendorf, il y a aussi Ethan Mbappé, faut pas l'oublier, qui est dans l'effectif, qui a le même poste que Zaïre Emery hein, sur la pelouse. Après, ça me paraît un peu tendre physiquement, je pense. Ouais, ça. Ouais. Mais bon, pourquoi pas? De ça, Enrique, voilà, il peut nous sortir encore quelque chose que personne ne se doute. Hein. Ça, c'est vrai. Il va nous mettre au milieu et allez hop. On a envie de revoir Danilo, qui était la seule satisfaction de la saison dernière et qui joue plus du tout cette année. On a envie de revoir Danilo, c'est sûr. Il a repris l'entraînement, là, j'ai vu il y a quelques jours. Donc il était blessé, donc je pense qu'il va revenir rapidement, à mon avis. Ouais, c'est clair. Ah, quelqu'un voulait rajouter un truc? Non, c'est bon? C'est tout bon. À part le bravo pour l'équipe de France aussi, parce que David a parlé de Warren Zaïre Emery. On va en reparler de cette équipe de France, de ce match record, mine de rien. Mais avant ça, on va passer au flop, parce que ça on les a pas, on va pas les oublier. Greg, j'aurais aimé savoir quel est ton flop de la semaine. Et moi, mon flop, c'est Draymond Green. Voilà, que je trouve ça absolument honteux, inadmissible, déplorable. Voilà, bon, je sais pas si pour les gens qui n'ont pas suivi, donc Draymond Green, joueur, donc ailier fort des Warriors de Golden State, qui a pris à la gorge Rudy Gobert lors du match face aux Wolves de Minnesota. Voilà, ça peut être dangereux, c'est du n'importe quoi. Surtout que Draymond Green, Ben, tu vas pas me contredire, n'en est pas à son premier coup d'essai. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs. Ça. Pardon. Donc, et je trouve que...
Vas-y, vas-y. Ah non, je te disais, c'est juste pour compléter rapidement, mais oui, il n'en est clairement pas à son coup d'essai. C'est pour ça qu'il a été donc exclu. Donc il a été exclu 5 matchs, il a pris 5 matchs, et la Ligue a argumenté ça par voilà, le joueur a des antécédents, donc c'est pour ça qu'il a pris entre guillemets autant. Bon, même si voilà, 5 matchs, ça peut paraître pas non plus 5 matchs, complètement fou, mais c'est pas énorme. Hein. Je trouve que moi, 5 matchs, c'est pas une honte énorme, absolue, mais hein. Surtout en Ouais. NBA. mais bon, vu 5 les matchs, ah, c'est une non, semaine et je suis demie, même d'accord, pas, quoi. c'est pas énorme. Après, c'est pas non plus, enfin comment dire. On a vu pire pour moins de matchs. C'est ça, juste ça que je voulais dire. Alors, c'est vraiment pas un beau geste. C'est un geste vraiment, vraiment mesquin et pas beau à voir. Vraiment pas beau à voir. Mais on a déjà vraiment vu dans l'histoire pas très lointaine, vu pire pour voilà, moins de matchs. Maintenant, après, Oui, il y a qui eu. méritait plus, qui méritait pas plus, moi je trouve que bon, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas, vu entre guillemets les conséquences derrière, c'est pas non plus. Je veux dire, voilà, heureusement, hein, vraiment heureusement, voilà, Rudy n'est pas blessé, etc. Ça aurait été vraiment. Non, moi, Voilà, encore une fois, ça reste. moi, je parle des Golden Nuggets, pardon, Golden State Warriors. Donc, en tant que supporter, je pense être objectif quand je dis que je trouve que Draymond Green est vraiment surprotégé par la NBA parce que c'est pas son coup d'essai. Le gars, il a un casier judiciaire long comme le bras. Il avait séché, il avait mis une droite à Jordan Poole à l'entraînement. Il en a fait plein. C'est fameux. Même d'ailleurs, juste dans le jeu, bon, il a très très peu de fautes. Il a quasiment jamais d'intentionnel qui fait sur lui, alors qu'il fait des arrachages de bras plus souvent qu'à son tour. Bon, c'est quand même un jeu dangereux qu'on ne peut pas cautionner et qu'on peut pas, puisque la NBA veut montrer l'exemple en permanence, c'est étrange quand même de laisser passer ça, quoi. Enfin, 5 matchs, bon, c'est vrai qu'il y a quand même une sanction qui est tombée, mais là, le gars, il a tiré par la gorge Gobert sur 20 mètres, quoi. C'est quand même fou, quoi. Oui. C'est quand même fou. Non, enfin bref. En tout cas, je partage le flop de la semaine, voilà. Ouais, non, mais je peux comprendre. Et du coup, juste, Greg, est-ce que tu avais autre chose? C'était ton flop, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, Rudy Gobert, je viens d'en parler, mais il faut aussi lui rendre hommage parce que Minnesota fait un début de saison exceptionnel et il n'y est pas pour rien. Alors, il y a Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Anthony Ils Edwards, marquent leurs points, tout ça, mais moi, je regarde je vois les stats de Gobert. Il a plus de 15 rebonds à chaque match, donc il fait aussi une très beau début de saison. Et il forme, je trouve, un très beau trio avec les deux, avec Edwards et Towns. Voilà. Donc bravo Rudy, continue. Towns se rattrape après un début de saison bien compliqué. Anthony Towns se rattrape, mais celui à noter clairement, et il a réussi des performances monstrueuses, c'est Anthony Edwards. Anthony Edwards, c'est extraordinaire en ce début de saison, il est magnifique. Mais oui, pour l'instant, les Minnesota a encore gagné, je crois, la nuit dernière, si je ne me trompe pas en plus. Mais voilà, ils n'ont pas joué la nuit dernière. C'est pas une dernière, mais c'est la nuit d'avant. Alors, c'était dimanche soir. Mais non, il reste sur une. Enfin bref, il faut un début de saison magnifique. Et du coup, tu as raison de rendre hommage à Rudy Gobert, qui est surtout défensivement, encore une fois, est dans la. C'est souvent des chiffres qu'on ne voit pas. C'est ça qui est beau à voir. Parce que oui, tu as cité les rebonds, il y a parfois les contres, mais il y a aussi une vraie dissuasion pour les attaquants adverses quand ils attaquent la raquette de Minnesota. Voilà. Donc on a Wemby qui fait quand même des contres à chaque match aussi. Donc ça va vraiment être bon courage pour les adversaires de l'équipe de France au JO pour rentrer dans la raquette. Hein. C'est vrai, c'est clair qu'au JO, ça peut être pas mal. Tu nous entends, Ruben? Ouais, là c'est bon, là je vous ai retrouvés tous les deux, je comprends pas. Il y a des petits errements de ma connexion. Bon, là ça devrait être bon, ça a l'air mieux. Voilà, ça a l'air mieux. Espérons que ça marche bien. Voilà, écoutez. J'ai fini pour mon flop. À vous. David, écoute, je te laisse commencer. Je sais qu'on a envie de parler de la même chose. David, je te laisse commencer. J'essaierai de compléter. Alors, mon flop de la semaine, donc c'est le Grand Prix de F1 de Las Vegas. Donc,
je vais, euh, je vais prendre un angle très précis, c'est que j'ai eu la chance de me trouver à Las Vegas en juin de cette année, et la ville était vraiment bloquée par les travaux en vue du Grand Prix de Formule 1 qui était donc programmé pour le mois de novembre. Et tous les résidents que j'ai pu croiser, tous les habitants de Las Vegas à qui j'ai pu en parler, étaient vraiment, on avait ras-le-bol de ces travaux interminables. Ça a duré un an. Pendant un an, la ville a été bloquée par ces travaux. Bon. Et le Grand Prix commence par les premiers essais libres du jeudi. Et au bout de 10 minutes, les essais sont arrêtés parce que il y a une plaque d'égout qui s'est dégoupillée sur la route. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait un an de travaux, ils ont bloqué la ville et il y a un trou dans la chaussée, quoi. Donc bravo les gars. C'est du travail d'amateur. Bon, évidemment, ils ont bouché le trou, ils ont pu faire les essais suivants et le Grand Prix comme il faut, malgré tout. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas glorieux. Et puis, Max Verstappen a copieusement critiqué le côté show-off de ce Grand Prix-là par rapport aux autres, avec notamment une cérémonie d'ouverture qui a duré une plombe avec je sais pas combien de concerts de, d'artistes en concert, et puis les pilotes qui étaient là comme des fleurs en train de faire coucou à la foule, et ça n'a pas trop plu à notre champion du monde néerlandais. C'est Donc clair. voilà, pas un immense succès ce Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Moi, je vais juste C'était mon flop de compléter la semaine. sur ce que tu disais par rapport à ce que disait, à ce qu'a dit Max Verstappen. Donc, j'ai ce truc exact. Là, quand même, voilà, il a dit donc 99% de spectacle, 1% de sport. Bon, ouais. Et alors, juste ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que pareil, moi, j'ai j'avais envie de mentionner, entre guillemets, voilà, le Grand Prix de Las Vegas dans mon flop. Pas parce que la course a été inintéressante, parce qu'à la course, on a vu du beau spectacle quand même, on a vu des belles choses, des beaux dépassements, des beaux. Voilà, il y avait énormément de vitesse, hein, il y avait des lignes droites, voilà, il y avait une vraie vitesse voilà, qui a été atteinte, qui aurait pu presque être dangereuse, mais il y avait beaucoup de vitesse, quelques dépassements, etc. Mais par rapport à ce que tu as dit toi et l'affaire de la plaque d'égout, j'avoue que j'ai pas non plus aimé la pénalité de 10 places pour Carlos. Donc on le rappelle juste rapidement, parce que c'est vrai qu'on parlait de la plaque d'égout, mais en fait, voilà, la plaque d'égout s'est levée au passage d'une Williams, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est celle de Albon, mais voilà, elle s'est levée au passage de la Williams, et donc c'est Carlos Sainz qui est arrivé derrière, qui l'a pris en fait dans la voiture, voilà, la plaque d'égout abîmait beaucoup de composants, enfin plusieurs composants de sa voiture et de son compartiment moteur. Et voilà, il aurait même pu se faire vraiment mal parce elle a abîmé une partie de l'endroit où il est assis, entre guillemets, Carlos. Donc voilà. Après ça, donc voilà, la voiture a dû être réparée. Il y a eu plusieurs pièces qui ont été changées, beaucoup de pièces qui ont été changées, changement de la batterie, par exemple, etc. Et donc, il a été pénalisé par la FIA de 10 places. Et voilà, par la F1 de 10 places. Donc j'ai trouvé ça scandaleux. Je trouve qu'il paye vraiment les erreurs. Il est pénalisé par les erreurs de la FIA, parce que donc la FIA qui a dû valider ce circuit, et de Liberty Media qui a voulu le circuit, qui a voulu aller à Las Vegas. Donc, voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment scandaleux. J'ajouterais que le tracé, la fausse bonne idée, c'était de vouloir passer sur le strip de Las Vegas, parce que quand j'ai vu le tracé, je me suis dit, tiens, c'est sympa, ils vont faire, je sais plus combien il y avait de tours, 50 tours ou 60 tours. Je me suis dit, 50, tiens, ils vont passer 50 fois. Je me suis dit, ils vont passer 50 fois devant les fontaines du Bellagio, ça va faire des images incroyables. Sauf que non, ils ont mis littéralement des murs de sécurité de chaque côté, donc on voyait pas les fontaines du Bellagio, on voyait pas le Bellagio, on voyait plus les hôtels, on voyait plus rien. Autre Et donc chose ils ont très fait un marrante. circuit Je suis en totalement occupant d'accord avec toi. Et c'est fou, mais ce côté-là, plaque de sécurité, donc il y avait ça, et il y avait aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais donc enfin voilà, par exemple, si tu étais un hôtel ou un riverain dans la ville, enfin ou voilà, un habitant de la ville, donc qui avait vu sur le circuit, pour pouvoir assister au Grand Prix, donc il fallait payer sa place, il fallait payer 1 500 $ donc par billet. Voilà, pour pouvoir y assister. Sinon, il y avait voilà, quelque chose qui allait cacher le Grand Prix. Pareil pour les hôtels, ils demandaient une cotisation.
Bah, voilà, c'est quand même fou. Autre chose, donc pour terminer avec le Grand Prix de Las Vegas, voilà, parce qu'on en a beaucoup parlé, donc juste autre chose. Tu en parlais, il y avait donc au bout de 10 minutes donc d'essai libre, donc la session a été stoppée. Ça a été voilà, une catastrophe aussi pour les gens sur place qui sont venus assister donc à ces essais libres. Pourquoi? Parce que donc les essais libres donc, sont arrêtés, ils sont poursuivis donc plus tard, mais sans spectateurs. Voilà, ils ont commencé avec 2h30 de retard, donc voilà, pas de spectateurs. Et au lieu de, voilà, et donc ils n'ont pas été remboursés, ils ont reçu simplement un bon d'achat de $200 à dépenser dans les boutiques officielles de la F1. Ils ont attendu pour les plus courageux d'entre eux, ils ont attendu jusqu'à 1h du matin où on leur a dit fermeture des portes, vous devez tous quitter la zone. Donc ils ont attendu, ils ont eu 10 minutes de spectacle, puis ils ont eu 3 heures d'attente à rien faire pour qu'on leur dise partez. Et ensuite les essais ont repris son jeu. Et effectivement, le tarif résident, c'est-à-dire le tarif discount pour les résidents pour ces essais libres du jeudi, c'était $250. $250 pour assister à 10 minutes de spectacle et se faire mettre dehors à 1h du matin. C'est fou. Pour des gens qui ont subi 1 an de travaux, je pense que c'est pas leur meilleur souvenir, quoi. Ah non, ça c'est clair. Et puis juste, voilà, rapidement pour autre chose, pour vraiment terminer avec ça, après j'en parlerai plus, c'est promis. Parce qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que la plaque d'égout, juste, c'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est déjà arrivé à Bakou, c'est déjà arrivé à Monaco, c'est déjà arrivé, je crois, en Malaisie. Enfin voilà, c'est arrivé plusieurs fois déjà ce côté-là d'une plaque d'égout, entre guillemets, qui se lève. Mais au-delà de ça, je trouve que la F1, voilà, d'un point de vue écologique, c'est très moyen aussi ce qui s'est passé. Donc voilà, tu as beaucoup parlé des travaux, David. Il y a eu donc des gros travaux. Il y a eu plein d'arbres qui ont été coupés. Il y a eu plusieurs points d'eau, pareil, qui ont été vidés juste pour la construction du circuit. Et d'accord, oui, c'est vrai que voilà, il ne faut pas non plus se voiler la face. On aime bien un sport qui pollue. C'est vrai, la F1 est un sport qui pollue et on regarde, enfin beaucoup de personnes regardent et on aime beaucoup ce sport. Mais quand tu mets en avant la politique zéro émission pour 2030, donc voilà, c'est la politique de la F1, zéro émission pour 2030, et quand tu fais tout ça, je trouve que voilà, c'est limite, quoi. C'est vraiment limite. Voilà, c'est juste ça. C'est un peu faux cul, quoi. C'est vraiment faux cul de.